Honorables sénateurs et sénatrices, je constate qu'il y a quorum et je déclare la séance ouverte. Bonsoir, je m'appelle René Cormier et je suis du Nouveau-Brunswick. J'ai le plaisir de présider la réunion d'aujourd'hui. Le Comité sénatorial permanent des langues officielles poursuit le deuxième volet de son étude portant sur la perspective des communautés de langue officielle en situation minoritaire au sujet d'une modernisation de la loi sur les langues officielles. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui des représentants des municipalités francophones. Nous accueillons donc M. Luc Desjardins, président, et M. Frédéric Dion, directeur général de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. M. Desjardins est également président du Réseau des municipalités francophones de la Fédération canadienne des municipalités, un réseau informel de plusieurs associations de municipalités francophones ou bilingues du Canada. Avant de passer la parole à nos témoins, j'invite les membres du comité à bien vouloir se présenter, en commençant par ma gauche. Madame la vice-présidente. Bonsoir et bienvenue. Rosemée Poirier, Nouveau-Brunswick. Bienvenue. Mubina Jaffa de Colombie-Britannique. Bienvenue. Sénateur Martin du Québec. Larry Smith, Québec. Françoise Mégy, Québec. Raymond Gagné, Manitoba. Lucie Mention, Ontario. Paul McIntyre, Nouveau-Brunswick. Merci bien. Alors, messieurs, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur Cormier, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Je suis aussi le maire du petit village de Petit-Rocher, sur la belle baie des Chaleurs, en face de la Gaspésie. Et donc, j'ai aussi, en premier lieu, ce chapeau-là. Et en premier lieu, je désire vous remercier aussi au nom de l'Association francophone des municipalités. Et je dis bien l'Association francophone des municipalités et non pas l'Association des municipalités francophones, parce que c'est l'association qui fonctionne 100% en français. Et de ces 50 municipalités membres, pour cette occasion de vous transmettre le point de vue de notre organisation et vous faire part de quelques suggestions dans le cadre de l'exercice de révision de la loi sur les langues officielles que vous avez le mandat de réaliser. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de présenter brièvement notre organisation. L'Association francophone des municipalités, la FMNB, fut créée en 1989 et regroupe aujourd'hui des municipalités francophones et bilingues réparties dans 6 grandes régions qui s'étendent du nord-ouest au sud-est du Nouveau-Brunswick. Nos municipalités membres représentent près de 300 000 personnes, soit près du tiers de la population de la province. Une quarantaine d'entre elles, sur un total de 104 dans la province, sont fortement majoritaires francophones et fonctionnent presque exclusivement en français, tant au niveau des rencontres du conseil municipal, de la langue de travail et de la prestation des services aux citoyens. Il est à noter qu'une douzaine de nos municipalités membres sont assujetties depuis le milieu des années 2000 à des obligations en matière linguistique en vertu de la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, visant le respect des droits des citoyens francophones et anglophones de recevoir des services dans leur langue. L'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick a tissé des liens étroits avec les autres organisations de la société civile acadienne et francophone, ainsi que du monde municipal, et ce, tant au niveau provincial, national qu'international. Notre organisation est membre de la concertation des organismes de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, la COANB, du Conseil provincial municipal du Nouveau-Brunswick, qui regroupe les 3 associations municipales de la province et les autorités, hautes autorités du ministère des gouvernements locaux. On est aussi membre du réseau francophone de la Fédération canadienne des municipalités, ainsi que du conseil d'administration de cette même fédération. On est membre du Forum des leaders de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Nouveau-Brunswick, la FCFA, du Canada, la FCFA, de l'Association internationale des maires francophones, la IMF, tout en étant des collaborateurs travaillant au développement du réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique. Il est toutefois nécessaire de préciser que c'est au nom de notre association uniquement que nous nous présentons devant vous aujourd'hui.
Bien que la Constitution de notre pays ne reconnaisse officiellement que 2 ordres de gouvernement, soit le fédéral et le provincial, l'évolution de notre société et la nature des services livrés aux citoyens ont nécessité l'établissement d'un 3e palier de gouvernement à qui on a confié, au fil des décennies, de plus en plus de responsabilités. Dans la loi sur la gouvernance locale, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement du Nouveau-Brunswick reconnaît désormais, légalement, les municipalités comme étant un palier de gouvernement en bonne et due forme, à l'instar de plusieurs autres provinces, d'ailleurs, où le palier de gouvernement local a été reconnu officiellement. Ce nouveau statut est plus que symbolique et doit se traduire par une nouvelle culture de collaboration entre le fédéral, les provinces et les municipalités dans le développement et la mise en œuvre des lois et des programmes qui ciblent, en bout de ligne, le même citoyen. Nous ne serons pas des précurseurs et vous ne serez pas étonnés d'entendre que l'une des plus grandes faiblesses de la loi sur les langues officielles est, à notre avis, l'absence de certaines dispositions permettant de lui accorder son plein potentiel. Plus précisément, les paragraphes 1 et 2 de l'article 41 de la partie 7 de la loi édictent des principes fondamentaux qui définissent la portée que devrait avoir celle-ci et les intentions du législateur au moment de son adoption. Le problème est qu'aucun règlement ne fut rédigé et promulgué pour, entre autres, définir précisément les mesures positives qui incombent à chacune des institutions fédérales, alors que la loi le prévoit pourtant au paragraphe 3 de cette même partie 7. Ce même règlement pourrait facilement codifier les différentes mesures positives des institutions fédérales, en plus de mandater une entité ou un ministère responsable de sa mise en œuvre horizontale. Il pourrait aussi formaliser les mécanismes de consultation des communautés de langues officielles en situation minoritaire et les exercices de reddition de comptes. Une telle responsabilité dépasse celle de coordination prévue au paragraphe 42 et présentement confiée au ministère du Patrimoine canadien. L'article 42, je veux dire. Nous ne nous opposons pas à la proposition de la FCFA, reprise par la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, de spécifiquement confier la responsabilité de la mise en œuvre de la loi au Conseil du Trésor. Cependant, il est important de rappeler que le Conseil du Trésor est déjà responsable pour les parties 4, 5 et 6 et qu'il serait possible de le faire par voie réglementaire pour la partie 7. Les problèmes actuels découlent donc peut-être davantage d'un manque d'engagement politique des gouvernements successifs de reconnaître l'importance de cette loi cadre pour le développement des communautés de langues officielles en situation minoritaire. Les dispositions de la loi, autant prévoyantes et détaillées qu'elles puissent être, ne pourront jamais se substituer au leadership fort que doit démontrer le Bureau du Conseil privé, le Conseil du Trésor et l'ensemble des ministères dans l'atteinte des objectifs visés par la loi. Maintenant, on va parler un peu de la spécificité du Nouveau-Brunswick. Telle que formulée dans leur mémoire présentée à votre comité la semaine dernière, la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick a fait la démonstration de l'incongruité d'avoir une loi sur les langues officielles fédérales dont les protections linguistiques pour la minorité francophone sont moindres que celles prévues dans la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. Sans nous prononcer sur l'outil à utiliser entre une modification de la loi ou une codification de cette spécificité dans un règlement, il nous apparaît primordial d'effectivement reconnaître le caractère unique de la communauté acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick. Plusieurs facteurs justifient une telle reconnaissance et il serait redondant de répéter la liste exhaustive et les arguments formulés par la SANB dans son mémoire. L'un d'entre eux a toutefois été occulté et permet pourtant d'ajouter un poids significatif à l'argument de la spécificité néo-brunswickoise, soit la maîtrise du pouvoir au niveau local. Plus précisément, la répartition géographique de la communauté acadienne et francophone sur le territoire du Nouveau-Brunswick lui permet de composer la majorité de la population au sein de 46 municipalités sur un total de 104 dans la province. Et vous aurez la liste en annexe A de notre mémoire. Cette homogénéité francophone qui assure la mainmise d'un si grand nombre de gouvernements locaux est unique au Canada. Cette réalité permet à la communauté de maîtriser des leviers stratégiques et essentiels à son développement,
afin d'assurer l'élaboration et la livraison de services qui répondent à ses besoins, tout en contribuant à son épanouissement. Compte tenu que le rôle des municipalités a considérablement évolué ces dernières 50 années, que leurs champs de compétences se sont multipliés et que la nouvelle loi sur la gouvernance locale les reconnaît désormais comme un palier du gouvernement, il devient indispensable de faire des municipalités un acteur central de toute mesure ou programme mis en œuvre par les institutions fédérales sur le territoire néo-brunswickois, que ce soit en matière de développement économique, d'infrastructures, d'environnement, d'art et de culture, de sécurité publique ou d'immigration, pour ne nommer que quelques responsabilités entières ou partagées. Les municipalités sont instrumentales pour la mise en œuvre des politiques publiques et la réalisation de projets. Maintenant, un mot sur l'immigration. Un exemple patent qui justifie la nécessité de reconnaître le caractère spécifique du Nouveau-Brunswick, ainsi que le rôle d'acteur privilégié des municipalités, est assurément celui de l'enjeu de l'immigration francophone. Miné par une décroissance démographique importante, causée principalement par l'exode et le vieillissement de la population, 80% de nos municipalités membres ont subi des pertes qui atteignent plus de 20% de leur population, dans certains cas, depuis le recensement de 2001. Et nous avons en annexe B de notre mémoire les statistiques à ce sujet-là. Malheureusement, les politiques fédérales et les programmes, incluant ceux d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, ne tiennent pas compte des besoins et de la réalité unique de l'Acadie et du Nouveau-Brunswick. Nos cibles d'immigration francophone ne doivent pas se situer entre 4 et 5 % comme ailleurs au Canada, mais plutôt entre 30 et 40 % au minimum, pour espérer voir la communauté acadienne et francophone maintenir son poids démographique. En fait, c'est la survie même de certaines communautés qui en dépend. Différents moyens ont été envisagés pour s'attaquer au problème. Entre autres, l'élaboration de responsabilités spécifiques ciblant le ministère d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada est possible si l'on vient combler le vide causé par l'absence d'une définition claire des mesures positives sous-entendues à la partie 7 de la Loi sur les langues officielles. La création d'une forme de dualité au sein de ce même ministère pourrait également être envisagée, et ce, toujours en vertu de la partie 7. Et en raison du rôle stratégique que jouent les municipalités à certaines étapes déterminantes du processus d'immigration, il faut mettre en place des mesures d'aide et d'accompagnement adéquates destinées aux administrations municipales. En conclusion, je tiens à rappeler que les municipalités francophones et bilingues du Nouveau-Brunswick sont des partenaires incontournables pour l'atteinte de plusieurs objectifs visés par la Loi sur les langues officielles. Les fondements de cette loi demeurent pertinents. Il faut cependant prévoir certains changements qui lui permettront d'atteindre sa pleine portée et assurer que toutes les institutions fédérales puissent adéquatement appuyer le développement des communautés de langues officielles en situation minoritaire. Pour la communauté acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick, ces changements requièrent une reconnaissance de sa spécificité ainsi que du rôle stratégique que jouent les municipalités. Merci. Merci beaucoup, M. Desjardins. Nous allons maintenant procéder à la période des questions, en commençant par la vice-présidente du comité, Mme la sénatrice Poirier. Merci, M. le Président. Encore merci pour la présentation puis d'être ici avec nous autres. C'est tout un fun de voir des gens de chez nous venir nous voir ici. J'ai une couple de questions, puis je pense que vous avez touché un petit peu déjà dans votre présentation, un petit peu dans les deux questions que je vais m'en aller, mais je vais quand même voir si vous pouvez pas nous rajouter un petit peu. Comme vous disiez, la semaine dernière, le comité, on a entendu des témoignages intéressants du SANB afin de reconnaître le cas unique, qu'est-ce que le Nouveau-Brunswick concerne les langues officielles. Puis une de leurs propositions touchait à la partie 7, afin que le gouvernement fédéral tienne compte de l'équilibre linguistique spécifique de la province dans la création et l'application de ses politiques d'immigration. Êtes-vous d'accord avec cette proposition et si oui, croyez-vous que l'impact serait bénéfique pour les communautés acadiennes et aussi appuyé par nos Acadiens? Je peux peut-être commencer là-dessus. Oui, effectivement, comme on l'a dit dans le mémoire, on appuie cette position-là. La problématique, c'est qu'au Nouveau-Brunswick, les objectifs qui doivent être tracés ne sont beaucoup plus larges que ceux
qui ont été tracés pour le reste du Canada au niveau de l'immigration francophone. Chez nous, on vise 33 ou du moins entre 30 et 40 %. On est à peu près maintenant avec les efforts. Il y a quand même des efforts qui ont été faits dans les dernières années, mais on n'atteint pas encore le 20 %. Et à chaque année, lorsqu'on n'atteint pas l'objectif, on recule d'autant plus, parce que c'est un effet multiplicateur d'année après année. Une des difficultés qu'il y a à ce niveau-là, puis c'est là qu'on voit que la partie 7 pourrait être vraiment servir, surtout dans le contexte du Nouveau-Brunswick, c'est que une réalité de l'immigration actuelle, c'est que les immigrants sont de plus en plus intéressés par le milieu rural. On a un avantage chez nous parce que ça donne que c'est là qu'on est. Mais c'est en même temps dans les régions rurales où il y a le moins de services d'accueil, d'accommodement, de transport en commun, finalement tous les besoins que rencontrent les immigrants. Alors, il faut trouver une formule. Et chez nous, c'est névralgique, là. C'est une question d'une décennie avant qu'on ait des communautés qui vont disparaître parce que on a le même phénomène là, de l'urbanisation à la grandeur du pays, mais ça donne que c'est les régions acadiennes qui sont les plus rurales. Alors, il faut qu'on trouve des mécanismes et une des solutions, parce que lorsqu'on parle possiblement d'une forme de dualité au ministère de l'immigration, citoyenneté, immigration fédérale, c'est qu'il faut donner à des unités francophones la responsabilité de gérer cet accueil, ce recrutement-là. Parce que ça ne peut pas se faire dans des contextes. On a participé combien de fois à des foires sur l'immigration où est-ce que la question francophone n'est même pas discutée parce qu'on a tous le même problème. On veut tous accueillir des immigrants. Mais la double spécificité du besoin d'accueil et de la francophonie, c'est très difficile de le faire valoir dans des structures qui ne sont pas créées pour s'adresser spécifiquement à la communauté francophone. Est-ce que le fait que dans les régions rurales, on n'a pas peut-être un regroupement de partie de notre petite communauté, qui est la culture, qu'il y a plusieurs personnes de la même culture qui sont là, comme qu'on voit dans les... Tu sais, lorsqu'on va dans les villes, les grandes villes, ils se forment comme des petits groupements de culture. Est-ce que c'est un enjeu? Puis de quelle manière vous prévoyez qu'on peut améliorer cet enjeu-là? Je pense, comme le président Desjardins l'a mentionné, il y a quand même un désir là, de la part de certains immigrants de trouver un nouveau milieu de vie en région rurale. Et on le voit dans une certaine mesure avec des efforts qui sont faits dans le nord de la province, avec les villes d'Edmundston et de Bathurst. Et il y a beaucoup d'immigration en provenance de la France. Et on sait que dans le nord-ouest aussi, au niveau des fermes avicoles, avec des gens de la Belgique qui sont arrivés récemment. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être les stratégies au niveau pour trouver les immigrants potentiels, disons, les plus aptes là, à bien s'intégrer et à demeurer aussi. Parce qu'évidemment, oui, il y a eu beaucoup d'efforts des fois dans le passé et certaines communautés ne trouvaient pas justement là, un bassin suffisant au sein de leur communauté et décidaient de partir à l'extérieur. Mais encore là, c'est peut-être aussi qu'est-ce qu'on essaie de leur vendre. Je pense qu'il y a un désir de peut-être venir travailler dans les secteurs des ressources naturelles, que ce soit de la pêche, de la foresterie. Et mais il faut cibler peut-être les bons créneaux de personnes pour venir s'établir dans ces régions, dans les régions acadiennes et rurales du nord et de l'est de la province du Nouveau-Brunswick. Mais encore là, ça fait partie des stratégies. Mais à défaut même d'avoir les capacités d'accueil et des ressources nécessaires pour jouer le rôle qu'elles doivent jouer, les communautés et surtout les municipalités qui ont un rôle déterminant dans ce processus-là, bien, on passe à côté du bateau. En fait, on passe à côté de plusieurs occasions. On n'est pas du tout dans le marché, du moins, de cette immigration-là qui va ailleurs au pays. Donc, pour tirer notre épingle du jeu, on a besoin de ressources spécifiques, de cibles très précises, mais aussi, je le répète, de ressources qui vont permettre aux communautés de tirer leur épingle du jeu. Ma prochaine question, encore, vous n'avez touché un petit peu, mais je voulais juste avoir un petit peu plus d'infos peut-être. Un autre de la proposition que le SANB a fait la semaine dernière concernant le partie 4 de la loi,
c'est-à-dire la communication avec le public et les prestations de services. Le SANB propose qu'il soit modifié afin que toutes les communications et tous les services fédéraux avec le public soient bilingues. Êtes-vous d'accord avec cette proposition ou est-ce que vous avez d'autres commentaires? À défaut d'avoir pu écrire 10-12 pages et de parler pendant 15 minutes, c'était un des points qu'on voulait aborder. En fait, on est entièrement d'accord et même plus que ça, dans la mesure où tous les services, disons, auxquels les gens du Nouveau-Brunswick doivent avoir accès sur une base, on va dire, régionale. Par exemple, je vais prendre certains services du ministère de la Santé qui relèvent d'un bureau qui est situé à Halifax. On réalise que certains des fonctionnaires qui travaillent pour ces ministères-là, qui desservent le Nouveau-Brunswick, ne sont pas bilingues, n'ont pas les capacités linguistiques pour desservir les gens du Nouveau-Brunswick dans leur langue officielle. Et l'Association francophone des municipalités, on l'a vécu dans un cas très spécifique avec le ministère de la Santé et on cherchait une expertise, en fait, pour parler d'une problématique qui est le radon. Et cette problématique-là relevait d'un fonctionnaire à Halifax, mais cette personne-là n'est pas en mesure de nous répondre en français. Et en fait, nous, de façon pragmatique, on a suggéré qu'on soit desservi par le Québec parce qu'il y avait l'équivalent de ce fonctionnaire-là pour le Québec, mais malheureusement, pour une question de juridiction et de zone et de région, on devait quand même relever d'Halifax, ce qui est une aberration. Donc, effectivement, tous les services sur le territoire du Nouveau-Brunswick devraient être accessibles dans les deux langues officielles, mais aussi tous les services qui relèvent de la région de l'Atlantique également. C'est bien. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, Madame la sénatrice Jaffer. Merci, M. le Président. Bonsoir et merci à vous tous de vos témoignages. J'ai une question concernant l'immersion française. Dans ma province, la Colombie-Britannique, les écoles souffrent d'une pénurie d'enseignants d'immersion et les listes d'attente sont très, très longues pour les parents non francophones qui aimeraient que leurs enfants accèdent à une éducation immersion française de qualité. Ma question s'adresse donc à vous tous. Avez-vous un modèle en place au Nouveau-Brunswick et au sein de vos communautés à suggérer qui puisse refléter une meilleure inclusion de l'immersion française dans la loi sur les langues officielles? Merci de votre question. C'est quand même une préoccupation qui est très importante et elle est d'autant plus importante au Nouveau-Brunswick. Parce qu'on vient de modifier au Nouveau-Brunswick l'âge d'entrée dans les programmes d'immersion. Dans les dernières années, on a fait une entrée plus précoce, ce qui a créé une pénurie d'enseignants. C'est une problématique qui n'est pas seulement, qui se vit pas seulement en Colombie-Britannique. C'est une problématique qu'on vit nous aussi au Nouveau-Brunswick. Mais je dirais, en tout cas, en tant que, je ne veux pas m'aventurer plus loin sur le sujet, je regrette, mais comment je dirais ça? On s'occupe des affaires municipales, mais pas des affaires de l'éducation de façon générale. On est partenaire avec eux à la table, on partage leurs préoccupations. Mais le plus gros défi actuellement, je ne crois pas que ce soit l'attitude des gens. Je pense qu'il y a une ouverture de plus en plus grande, mais les ressources sont difficiles à rencontrer. Et c'est là qu'il y a peut-être au niveau du gouvernement fédéral, sur la partie 7, un engagement plus ferme qui peut être fait au niveau de l'encadrement, au niveau des ressources. Parce que quand on dit qu'il y a une absence de règlement, c'est que si on veut prioriser, c'est quand même... Il y a deux axes qui vont faire en sorte que la francophonie au pays va être présente d'une mer à l'autre. C'est notre habilité à franciser les anglophones qui sont francophiles, qui veulent apprendre la langue française, et notre habilité à recruter des immigrants francophones qui vont vouloir venir enrichir nos communautés. Alors, si on n'agit pas sur ces deux tableaux-là, on va avoir des lendemains qui vont être tristes. Merci pour votre réponse. Je sais que la tâche de municipalité n'est pas avec les écoles, mais for me, where I come from in Vancouver, the municipality... Moi qui suis de Vancouver, les municipalités font tout, savent tout, et j'ai eu l'occasion de le demander. Migration, je suis vraiment contente avec votre réponse. I was very pleased with how you are. Je
suis vraiment ravie de la façon que vous affrontez le défi de l'immigration. Et j'aimerais vous demander, pour ces immigrants qui veulent s'installer dans les régions rurales, dans le rapport et les recommandations de ce rapport, quelles sont les choses que nous pourrions recommander, une ou deux choses, pour que les immigrants puissent mieux s'intégrer dans vos municipalités? En fait, comme on dit, il n'y a pas de formule magique ou l'expression anglaise, il n'y a pas de silver bullet, mais c'est une série de mesures. Je pense qu'il existe déjà, je vais prendre l'exemple au ministère de Citoyenneté et Immigration Canada, les programmes, les plis qui sont destinés aux municipalités pour mettre en place là, des structures d'accueil, de mécanismes d'accueil pour, disons, jouer un rôle en migration. Mais évidemment, ce sont des programmes destinés davantage aux grandes villes qui ont déjà des capacités importantes de jouer un rôle en immigration. Ces programmes-là ne sont pas destinés aux municipalités en région rurale qui doivent souvent travailler ensemble, donc sur une base régionale, si elles veulent être capables de jouer un rôle pertinent. Et il serait nécessaire de modifier et de bonifier les programmes, surtout pour le territoire du Nouveau-Brunswick, considérant l'importance de l'immigration pour l'avenir de la communauté acadienne et francophone. Je vais faire un détour également. Je vais toucher au programme des infrastructures, par exemple, qui a été annoncé. On va l'aborder demain dans un autre comité, mais toute la question du transport collectif en région rurale, malheureusement, les critères des programmes ont été définis pour les régions urbaines. Donc, on exclut à ce moment-ci la possibilité d'établir des transports collectifs en région rurale avec les sommes disponibles. Donc, il n'y a pas d'opportunité de développer quoi que ce soit qui répondrait à un besoin que cherchent souvent les nouveaux arrivants qui s'établissent dans une région. Et il y a plusieurs régions au Nouveau-Brunswick, que ce soit le comté de Kent de Mme Poirier, dans la péninsule acadienne ou dans la région Chaleur, où on tente de mettre sur pied, c'est très difficile, faute de moyens, des transports collectifs qui bénéficient évidemment à diverses couches de la société, mais aussi beaucoup aux nouveaux arrivants. Transport en commun, c'est pas rentable à Montréal, ni à Toronto, ni à Vancouver. Ce n'est pas plus dans les régions rurales et c'est correct. C'est un service qu'on décide d'offrir. Ça a aussi une portée, une logique là, au niveau environnemental. Mais je pense qu'avec un regard peut-être là au niveau de l'importance de l'immigration, de ce service-là pour l'immigration, on pourrait adapter les programmes en conséquence. J'aimerais rajouter... Madame la sénateur Jaffer, merci de votre intervention. Vous parlez d'une mesure spécifique. Je vais vous donner l'exemple de la région Chaleur, d'où moi je suis. Le taux de rétention des immigrants francophones dans la région chez nous et en fait d'immigrants de toutes les communautés culturelles dépasse le 85 %. Pour un milieu rural, c'est quand même extraordinaire parce que d'habitude, les gens sont à l'attrait vers Toronto, vers Vancouver, vers les grandes villes. Chez nous, on a réussi. On a une formule qui réussit. Et d'où l'importance d'avoir ces gens-là qui ont réussi dans la recette, de leur donner l'autonomie et les gestions du programme pour multiplier les succès. On a des entrepreneurs qui font des démarches en Europe pour aller recruter des employés. Ça fait 1 an qu'ils attendent qu'ils arrivent, il y a des blocages. Nous, on n'a pas la structure pour les aider. On n'est pas là. On n'a pas, au niveau de la communauté francophone, au niveau d'immigration francophone, on n'a pas cette forme de dualité-là. C'est là que je dis une forme de dualité. On ne peut pas dualiser l'entière du ministère. Mais ça nous prend une unité francophone qui spécifiquement va viser à régler les problèmes, faciliter, et aussi régler les problèmes de nos développeurs, de nos entreprises dans le nord-ouest au niveau du poulet, ou dans la péninsule au niveau des usines à poissons, ou dans le resté-gauche avec les usines dans le domaine forestier. On a besoin d'une main-d'œuvre. Alors, pourquoi pas faire une pierre deux coups, d'aller chercher une main-d'œuvre et aussi de favoriser l'immigration francophone, ce faisant. On a de l'ouvrage pour eux autres. Alors, il faut qu'on se donne une structure, et c'est là que la partie 7, bonifiée, avec un volet pour l'immigration francophone et de façon spécifique au Nouveau-Brunswick, avec notre réalité telle qu'elle est. C'est là qu'une recommandation spécifique serait, je crois,
très bénéfique. Thank you, Senator Jaffer. Thank you very much. Merci, sénateur Jaffer. Merci, M. le Président. Merci de votre présentation. J'aimerais j'aimerais revenir à la loi sur les langues officielles et la question que j'aimerais vous poser, c'est à savoir si cette loi devrait reconnaître spécifiquement le rôle des municipalités bilingues dans l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire. On l'a abordé un petit peu avant les audiences, mais je vais vous donner ma réflexion là-dessus. Et elle vient de loin. Elle vient de la refonte de la loi sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick de 2002, qui a créé un nouveau régime de bilinguisme au niveau des municipalités. Lors de la réforme de la loi en 2002, l'Association francophone des juristes d'expression, l'Association des juristes d'expression française à l'époque, avait préparé un code des droits linguistiques et avait proposé un modèle qui s'était inspiré des rapports Poirier-Bastarache auparavant, pour voir comment on trouvait un juste équilibre au niveau municipal entre le bilinguisme qui est nécessaire dans certains cas, mais aussi ne pas imposer du bilinguisme à des communautés largement unilingues, qu'elles soient anglophones ou francophones. Et j'étais à l'époque président de l'Association des juristes d'expression française. On avait tenu un colloque sur le code des droits linguistiques et ça avait alerté, on avait eu une très, très bonne participation des municipalités francophones parce que on a une 46 membres qui sont majoritairement francophones. Moi, à Petit-Rocher, mon village, on est 98% francophones. Alors, on ne voudrait pas se voir imposer des obligations de bilinguisme parce que le nombre ne justifie pas, si on peut le dire. Alors, le seuil a été établi au Nouveau-Brunswick à 20%. C'est-à-dire, si vous dépassez 20%, vous avez des obligations d'adopter des arrêtés et d'offrir un certain nombre de services. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été par la suite précisées par règlement, des obligations. Et aussi, les 8 cités de la province ont reçu, indépendamment du nombre de la minorité, se sont vus imposer un régime de bilinguisme. Alors, mais ça, c'est un champ de compétences provinciales. Je ne suis pas convaincu qu'on voudrait avoir une vision fédérale qui viendrait imposer du bilinguisme au niveau municipal, tant à Petit-Rocher qu'à Woodstock. Je crois que la formule qui a été proposée au Nouveau-Brunswick semble bien fonctionner. Il y a un équilibre là, entre les obligations, il y a un chiffre déclencheur, puis ça semble, de façon générale, ça fonctionne, en tout cas depuis les dernières décennies, ça fonctionne relativement bien. Peut-être Frédéric va ajouter. Là où le fédéral a peut-être un rôle à jouer et certainement sur certaines mesures que peuvent mettre en œuvre les municipalités. Et je vais donner l'exemple de l'affichage linguistique au Nouveau-Brunswick. Dans certaines régions, majoritairement anglophones, mais où on avait des communautés avec une concentration plus importante de Français, mais la grande région était davantage anglophone. Bien, évidemment, historiquement, ces régions-là, un peu comme on l'a vu dans l'Est ontarien, s'affichaient en anglais. Donc, via des programmes, évidemment, de prestation des services dans les langues officielles qui transitent par le gouvernement provincial, donc les ententes fédérales provinciales, on a eu accès depuis quelques années à des sommes d'argent pour encourager, l'affichage linguistique dans les 2 langues officielles. En fait, un affichage linguistique qui respecte aussi la réalité linguistique sur le terrain. Donc, évidemment, c'est très déterminant. Il y a plusieurs études qui l'ont démontré pour le sentiment d'appartenance, la fierté, l'affirmation de la communauté. Et à ce moment-là, le gouvernement fédéral a été partenaire et dans des mesures semblables, c'est très important qu'elle continue de jouer son rôle. Monsieur Desjardins, pour revenir à... Je pense que moi, j'arrive avec mon chapeau du Manitoba. Évidemment, on n'a pas le plaisir d'avoir des municipalités francophones. Alors, je pense que le sens de ma question, c'est à savoir si on devrait quand même inclure dans la loi sur les langues officielles, ou reconnaître, plutôt pas l'inclure, mais que la loi reconnaisse le rôle des municipalités bilingues et francophones pour reconnaître la spécificité du Nouveau-Brunswick dans l'épanouissement
si vous voulez bien, des communautés de langues officielles en situation minoritaire. Encore là, je vais venir sur mon exemple du Nouveau-Brunswick qui est spécifique. La loi sur l'égalité des communautés accorde à la communauté des droits constitutionnels qui font en sorte que le caractère homogène d'un certain nombre d'institutions sont protégées. Je ne dirais pas que les municipalités en feraient partie, mais il n'est pas dit qu'on pourrait faire l'argument qu'ils pourraient l'être. Okay. Je vais vous donner un exemple. Une bibliothèque municipale est une institution culturelle qui appartient à la communauté et pourrait se revendiquer du droit d'avoir une bibliothèque unilingue, par exemple. Je comprends que le contexte au Manitoba ou ailleurs, finalement, au pays, est largement différent. Et d'où nous autres, les solutions imposées qui tiennent compte soit du contexte du Québec ou du reste du Canada, souvent ont joué à la défaveur de la communauté acadienne. On se rappellera de la décision dans l'affaire SANB de la Cour suprême du Canada où on avait interprété de façon restrictive les droits linguistiques à partir d'une décision qui avait été rendue la même journée pour le contexte québécois. Alors, c'est d'où l'importance pour nous d'avoir cet article 93.1 dans la Constitution qui nous reconnaît un statut constitutionnel distinct. Et si on avait des interventions dans le domaine municipal au niveau de la loi sur les langues officielles, il faudrait que ça se calque sur ces obligations constitutionnelles du Nouveau-Brunswick. Est-ce que je peux poser une autre? Oui. Toujours dans la même veine, vous avez parlé d'immigration et l'importance, évidemment, de l'immigration pour ce qui est du développement des communautés du Nouveau-Brunswick. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que la loi devrait reconnaître l'immigration en tant qu'un secteur d'activité important pour le développement des communautés? Je vais vous dire que oui, définitivement. Compte tenu de la réalité d'aujourd'hui, c'est devenu un must. Si les communautés minoritaires au pays ne peuvent pas trouver des façons d'accueillir et de maintenir des immigrants, une forte immigration francophone, ça va être un défi. Je vais vous donner un exemple que vous allez probablement comprendre parce que ça venait du Manitoba. Lors de la dernière réunion du réseau francophone de la Fédération canadienne des municipalités, on a reçu des représentants de la Fédération canadienne de la FCFA qui s'occupent du domaine de l'immigration. Ils sont venus nous faire une présentation au réseau parce qu'ils voulaient voir en quoi les municipalités pouvaient jouer un rôle. Et j'ai été, moi, du Nouveau-Brunswick, estomaqué d'apprendre qu'au Manitoba, lorsqu'un immigrant arrive, son problème, ce n'est pas la langue française, c'est la langue anglaise. Il faut qu'on lui donne des cours en anglais pour qu'il puisse fonctionner. Puis c'est tout à fait réaliste dans le contexte. Si tu ne peux pas fonctionner en anglais, tu ne pourras peut-être pas travailler. Alors qu'au Nouveau-Brunswick, l'immigrant francophone qui vient chez nous, on ne va pas l'angliciser, on ne va pas lui donner des cours en anglais. Au contraire, on veut l'intégrer à la communauté francophone. Alors, il y a des réalités distinctes, différentes. Moi, je crois que c'est important que la loi vole, mais elle doit y aller en tenant compte des spécificités de chacun des milieux. Merci. Merci, Madame la sénatrice. Monsieur le sénateur McIntyre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, pour votre présentation. Monsieur Desjardins, vous êtes non seulement maire, mais vous êtes également avocat. Ceci étant dit, selon vous, doit-on faciliter le recours aux tribunaux en cas de non-respect des obligations linguistiques? Je vais vous répondre comme un avocat. On n'a pas étudié cette question-là. Bien que je sois avocat, je n'ai pas la prétention de venir ici à titre de juriste, d'expert en droit linguistique. Peut-être que je peux reformuler ma question. Je vais vous donner ma réponse de maire et juriste. Lorsqu'il y a eu le débat sur l'affichage à Dieppe, et où la Ville de Dieppe avait adopté le règlement Z22 qui prévoyait du bilinguisme dans l'affichage, et qu'il y a des compagnies qui ont contesté devant les tribunaux. J'étais chroniqueur à l'époque aussi à l'Acadie Nouvelle, et j'avais commis quelques chroniques sur le sujet, et je comprenais bien pourquoi certaines municipalités seraient un peu gênées de s'aventurer trop loin dans ce secteur-là.
Et j'ai eu une discussion à un moment donné avec Maître Michel Doucette, qui est un grand défenseur des droits linguistiques. Et il était en désaccord avec moi, puis il me disait, si vous adoptez des arrêtés, vous devez les mettre en vigueur. Mais je lui ai dit, sais-tu quel est mon budget juridique, moi, à Petit Rocher? C'est 2 000 $ par année. Ça, c'est la réalité du terrain. On ne va pas en Cour suprême avec ça. Alors, oui, les recours, mais les recours que le commissaire sur les langues officielles a, et ça, c'est une discrétion du commissaire, mais je crois que pour les communautés, c'est beaucoup plus utile parce que nous, sur le terrain, on n'a pas les ressources. Puis, vous savez, le programme de contestation judiciaire, c'est une marée qui va au gré des gouvernements qui passent. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Naturellement, nous avons de la jurisprudence en place. Et la loi sur les langues officielles, dans sa forme actuelle, tient-elle compte de la jurisprudence récente? Je ne voudrais pas m'aventurer là-dessus. Non. Je sais pas, comme on a dit au début de notre mémoire, on n'est pas venu faire une présentation technique. Peut-être que je vous déçois là, à ce niveau-là. Mais ce n'est pas à titre de juriste que je veux. Il y a des témoins qui vont comparaître devant le comité qui sont largement plus qualifiés pour vous donner des réponses informées sur ce sujet. Monsieur le Président, si vous permettez, j'abonde dans la même foulée que Mme la sénatrice Gagné, et ça concerne la francisation de l'affichage commercial dans les municipalités. Et comme vous l'avez si bien mentionné, au Nouveau-Brunswick, la loi sur les langues officielles prévoit que toute municipalité desservant une population de langue minoritaire d'au moins 20 % de la population totale est assujettie à la loi sur les langues officielles. Et cela étant dit, je comprends qu'au Nouveau-Brunswick, la publication des arrêtés doivent être adoptés et publiés là, dans les deux langues officielles. Au Nouveau-Brunswick, nous avons 50 municipalités francophones et bilingues réparties dans 6 régions. Est-ce que la publication des arrêtés fonctionne bien? Vous avez touché plusieurs points là, sur lesquels je voudrais rebondir. Au niveau des arrêtés municipaux, on n'a pas de problématique particulière. Il ne semble pas y avoir les seuils qui ont été établis à 20 % ou encore dans les 8 cités semblent rencontrer les besoins des citoyens. On n'a pas eu de vague ou de plainte particulière à ce niveau-là. Au niveau de l'affichage, il y a peut-être un élément nouveau qui va prendre forme. Et je ne veux pas vous ça sera peut-être à Petit Rocher que l'initiative va prendre. Mais on a des obligations. Je vous donne l'exemple de la bibliothèque municipale. On a une obligation, nous, en vertu de la loi provinciale, de mettre un affichage dans les 2 langues. Municipal Library, bibliothèque municipale. Par ailleurs, la municipalité a adopté un énoncé de politique de francisation, c'est-à-dire qu'on veut favoriser l'affichage francophone dans la municipalité, tout étant en rapport avec l'importance du paysage linguistique sur le respect de sa langue, sa communauté. Alors, il est possible qu'à Petit Rocher, la nouvelle bibliothèque là, qui s'en vient, qu'on est en train d'envisager, qu'on va utiliser la méthode québécoise, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir une prépondérance du français, tout en ayant une version anglaise, de sorte à ce que le caractère majoritairement francophone soit reflété dans le paysage linguistique. Mais d'ailleurs, à Dieppe, quand ils ont fait l'arrêté Z22 pour une communauté à 80 % francophone, il aurait pu permettre la prépondérance du français, ça m'aurait paru normal. Mais au niveau des
des problématiques là, soulevées sur le terrain actuellement au Nouveau-Brunswick. Nous, à l'association, en tout cas, il y a pas, ça ne se présente pas, à moins que mon DG en est au courant que nous autres, on ne le sait pas. Non, en fait, c'est-à-dire qu'il y a eu un exercice effectué par la commissaire aux langues officielles au Nouveau-Brunswick pour évaluer justement le respect des obligations des municipalités en cette matière et les résultats étaient quand même très positifs. Les seules problématiques étaient davantage au niveau de l'offre active de certains services dans certaines municipalités. Donc, au niveau de la publication des arrêtés, c'est systématique, c'est quand même pas très contraignant comme travail. Évidemment, il n'y a pas de partie 4 dans la loi sur les municipalités au niveau de la langue de travail ou dans la loi sur les langues officielles, c'est-à-dire qu'il vise les municipalités au niveau de la langue de travail où il n'y a pas de partie 7, encore moins au niveau de mesures positives. Donc, au niveau des obligations actuelles, je pense qu'elles sont mieux comprises et surtout de mieux en mieux respectées là, par les municipalités qui y sont assujetties. Je voudrais juste, devant le comité ici, de faire un petit témoignage. Lorsqu'on parle... Les mesures que vous adoptez dans des pièces législatives, c'est difficile à mesurer sur le terrain. C'est quoi l'impact réel de ça? Lorsqu'on parlait, nous autres, du programme de l'affichage, qui a été géré par notre association, mais par des fonds qui sont venus de Fredericton à travers les ententes fédérales provinciales. 10 ans passés, vous allez à Shediac, puis vous croyez que c'était une ville anglophone. Tout l'affichage était en anglais. Puis aujourd'hui, vous avez à Shediac, puis vous voyez de l'affichage bilingue. Le visage de cette communauté-là s'est transformé complètement, de bout en bout. Et c'est frappant quand tu vas là, tu te dis « ouf ». Et c'est un exemple chez Diac. Mais ça, c'est l'effet des mesures proactives qui découlent de la loi sur les langues officielles. C'est ce genre de mesures-là qui, sur le terrain, ont un impact et qui font en sorte que les francophones, les Acadiens de chez Diac, se reconnaissent dans leur milieu, dans leur environnement, sans nier la présence de l'autre communauté. On sait que c'est un site touristique prisé, mais c'est quand même... Moi, j'étais gêné que tout le monde... surtout un grand nombre de Québécois qui venaient prendre leurs vacances en Acadie, puis arrivaient à Shediac, puis ils étaient dans une ville anglophone, selon l'UT, dans le visuel, dans le paysage linguistique. C'était anormal. Et ça s'est corrigé. Alors, c'est pas juste de par là de vos affaires, ça a du concret sur le terrain. Merci. Merci. Ça va, Monsieur le sénateur McIntyre? Ça va? Très bien, merci. Alors, comme le temps file, je vais vous demander d'être concis dans vos questions et dans vos réponses. Madame la sénatrice Mégy, suivie de Madame la sénatrice Mention. Merci, Monsieur le Président. Compte tenu du taux de rétention des immigrants que je trouve intéressant, 85 %, je me demandais pourquoi vous avez tant de difficultés à faire valoir vos points autour des tables rondes sur l'immigration. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de solliciteurs, il y a une grande compétitivité entre les provinces, ou la non-reconnaissance de la spécificité du Nouveau-Brunswick, ou d'autres facteurs? Les municipalités qui ont du succès avec leur stratégie, ce sont les municipalités aussi un peu plus grandes, un peu plus grosses, qui ont plus de capacité, de moyens. Pour beaucoup de municipalités, de notre membership, dont une grande majorité ont moins de 5 000 habitants et dans plusieurs cas moins de 2 000 habitants, elles n'ont absolument aucune capacité de ressources pour jouer un rôle en cette matière. Et ça devient très difficile, même sur une base régionale, de faire du travail à ce niveau-là. Donc, c'est pourquoi des mesures positives en matière d'immigration pour aider ces petites communautés-là à jouer un rôle. Là, à ce moment-là, on pourrait avoir pas seulement du succès à Edmundston et à Bathurst, mais aussi dans la région de Caraquette, dans la région de Tracadie, dans la région de Campbellton, Dalhousie, Kedgewick-Saint-Quentin. Donc, il y a, je crois, là, une opportunité de venir aider ces communautés-là à jouer un meilleur rôle, un rôle très important au niveau de l'accueil de nouveaux immigrants, du recrutement et de l'accueil et de la rétention. Une deuxième petite question.
Est-ce que les modifications à la partie 7 que vous avez proposées, M. Desjardins, pensez-vous que ça pourrait aider en ce sens-là ou ça n'a pas de rapport? Non, non seulement je pense que ça devrait aider. Moi, je suis un de ceux qui plaident depuis déjà quelques années chez nous de l'importance d'avoir des instruments homogènes dans le domaine de l'immigration francophone. On n'aura pas de succès si on ne s'occupe pas nous-mêmes de notre terrain. Et pour ça, la partie 7 doit inclure, on l'a fait dans le domaine de l'éducation chez nous, il faut le faire dans le milieu de l'immigration, parce qu'il faut juxtaposer deux phénomènes. Le manque d'emploi dans des secteurs très spécifiques de notre économie, particulièrement dans le milieu rural, et notre besoin d'accroître et de maintenir la communauté francophone. Il y a une occasion à saisir, mais pour peu qu'on ait les moyens. Je pense que mon directeur l'a bien exprimé. On est un chapelet de petites communautés municipalisées. On a une large portion de notre territoire qui n'est pas municipalisé, qui est particulièrement incroyable pour les gens à l'extérieur du Nouveau-Brunswick, parce qu'ils ne comprennent pas que tu peux avoir des territoires non municipalisés, mais il y en a chez nous. Dans ma région, à moi, il y a 40 du territoire qui n'est pas dans une municipalité. Il y a 40 de la population qui n'est pas représentée par un gouvernement municipal. Alors ça, c'est un déficit démocratique pour une autre heure, là. Je sais que votre président Cormier était très au courant du dossier, parce qu'on essaye, au niveau de patrimoine, avec leur programme, de favoriser ce qu'on appelait un temps la pleine municipalisation ou le renforcement de la gouvernance locale. Mais ceci étant dit, au niveau de l'immigration, on n'est pas bien outillé pour sauter sur l'occasion puis de mieux intervenir pour avoir que les formules à succès, on puisse les multiplier. Alors, c'est là qu'on fait appel à votre comité pour faire des recommandations dans ce sens-là. Merci. Merci, Madame la sénatrice. Madame la sénatrice Mention. Merci, Monsieur le Président. Merci de votre présentation. Rapidement, parce que vous venez de parler de la partie 7 et de règlement, puis vous l'avez mentionné aussi dans votre discours de présentation, que cette portion-là pouvait être modifiée par règlement. Quel règlement est-ce qu'il faudrait ajouter dans cette portion de la partie 7 de promotion du français et de l'anglais? Plus j'imagine, du français, mais... En fait, je pense que la clé de voûte, c'est l'article 3, je pense, qui prévoit le règlement, mais qui n'a jamais été utilisé. Ouais. Donc, c'est pour ça que nous, on ne s'est pas prononcé sur est-ce qu'il faut modifier spécifiquement la loi pour inclure les spécificités ou plutôt le faire par règlement. Il y a une possibilité que le règlement permet, qui n'a jamais été utilisé. Donc, ça serait certainement une occasion de, justement, le faire pour une première fois. Et plusieurs des éléments, des propositions qu'on a avancées pourraient certainement se faire par le biais de cet outil-là. Donc, si on veut parler de mesures positives, mais ça ne se traduit pas en quelque chose de concret, de bien défini, bien, on reste dans l'air du temps, c'est un peu flou, c'est un peu vague. Chacun fait un peu ce qu'il veut ou ce que ça lui tente. Et chacun, en fait, s'en lave les mains en bout du compte, sans dire non plus qu'il n'y a rien qui est fait. Là, je pense qu'il y a des ministères qui font des choses intéressantes, mais je pense qu'on a la possibilité de mieux préciser et de bonifier aussi à la lumière, là, justement, des besoins d'aujourd'hui. Mais pour ajouter à ce que vous mentionnez, c'est parce que dans le règlement, la troisième partie, on parle de fixer les modalités d'exécution des obligations que la présente partie leur impose. Quelles sont ces fameuses modalités-là que vous voudriez voir? Parce que c'est facile de dire, bon, on veut le voir dans le règlement, mais c'est quoi le règlement spécifique qu'on aurait besoin d'avoir là? Si, par le biais de ce règlement-là, on venait définir, puis c'est ça qu'on précise, pour chacune des institutions fédérales, quelles devraient être les mesures positives. Donc, si on prend chacun des ministères, chacune des institutions, on vient de parler beaucoup d'immigration, on pourrait certainement définir les besoins
spécifiques, disons, les besoins particuliers que requiert justement cet enjeu-là pour la communauté acadienne et francophone, en fait, les communautés linguistiques en situation minoritaire, mais aussi, encore là, aussi reconnaître la spécificité, comme on a parlé tantôt, de chacune des communautés à l'intérieur des provinces. Donc, par le biais de ce règlement-là, on pourrait le faire pour chacune des institutions fédérales. Je vais prendre un exemple pour l'APEC, une agence de développement, de promotion, développement économique du Canada Atlantique. On pourrait certainement venir aussi, encore là, préciser quelles sont les mesures qui doivent être mises de l'avant pour appuyer la communauté dans son développement, et ainsi de suite. Donc, peut-être même au niveau de la GRC, au niveau... et donc, évidemment, chacun des ministères aurait un rôle bien défini, aurait une lorgnette langue officielle lorsque vient le temps d'aborder les communautés. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, Monsieur le sénateur Smith, suivi du Monsieur le sénateur Maltais. Depuis une couple de semaines, quand j'ai commencé sur cette comité-là, j'ai écouté pas mal, beaucoup. Puis, j'ai une question comme un macro. Si vous avez eu le pouvoir ou la capacité, parce que quand nous regardons le pays, Thunder Bay West, aucun problème de demographics. Thunder Bay East, grand problème de démographique avec le vieillissement de population. Alors, si vous avez eu le pouvoir décisionnel de créer cette plan d'immigration pour supporter le développement de vos territoires. Parce que vous avez parlé beaucoup des choses que tu peux faire pour faire l'analyse puis faire des suggestions. Qu'est-ce que vous allez faire comme si demain vous avez le droit de... Faites un plan d'action, nous allons faire un test case avec Nouveau-Brunswick. Vous êtes le test case, comment vous allez procéder? Vous voulez et peut-être vous avez déjà eu cette question avant, mais... Je ne pense pas que vous voulez ça, monsieur le sénateur Smith, de me donner des pouvoirs de faire ça. J'ai rencontré il y a 2 semaines l'Assemblée annuelle de Forêt Nouveau-Brunswick, le regroupement de tous les entrepreneurs de cette industrie importante au Nouveau-Brunswick. Des gens du groupe Savoie. Ils ont pris de l'argent de leur poche, ils ont été faire une tournée en Europe, en Belgique en particulier. Ils ont identifié des employés qui veulent venir travailler. Eux sont en pénurie, là. Ça fait 1 an qu'il y en a 9 qui sont en attente du OK pour rentrer. Pas des terroristes, là, c'est pas des gens qui sont... C'est pas des gens qui sont... On connaît bien, là, c'est pas un pays où il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de... C'est un pays tout à fait occidental. Il n'y a aucune raison qui peut justifier ça. Eux sont en train de se décourager, là, parce qu'ils ont pris des initiatives, puis ils se disent, écoute, ça bloque, on ne comprend rien. Bon. C'est là que je dis qu'il y a une intervention coordonnée. Il faut qu'on ait des mécanismes d'intervention qui nous appartiennent, parce que ça a un effet sur le marché du travail, ça a un effet sur une entreprise chez nous. Alors, je ne vous dirai pas qu'est-ce qu'on va faire demain matin, là, mais il manque comment je dirais ça, chez nous, au niveau de la communauté, on manque des moyens d'intervention parce qu'on n'a pas d'autonomie communautaire dans ce secteur-là. Et c'est ce que la loi sur les langues officielles, la partie 7, devrait nous donner. Est-ce que c'est juste la partie 7, la loi qui va vous donner ça, ou est-ce que c'est la capacité de mobiliser les gens d'affaires pour visiter, et probablement vous avez déjà fait ça avec le ministère de l'Immigration, puis changer le queue, parce que le challenge que nous avons, c'est que c'est le queue des gens qui ont appliqué officiellement comme ils devraient faire, et les autres qui entrent dans le côté illégal. Alors, vous avez un problème, vous avez besoin de l'aide du gouvernement fédéral pour ajuster quelque chose pour que tu peux amener les gens que vous voulez chercher pour vous aider sur le queue. Mais au lieu de dire que la loi va faire tout ce que vous avez besoin, pourquoi les gens ne peuvent pas se mobiliser avec les gens d'affaires, les gens politiques, les maires de ville? Peut-être vous avez déjà fait ça, peut-être vous avez déjà eu cette comité-là, mais pourquoi pas?
Il y a un certain nombre de comités qui existent, puis qui interviennent, puis il y a des progrès qui ont été faits là, au fil des ans. Là. Je ne dis pas tout est noir. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il manque ce grand encadrement. Et on a maintenant un secrétaire parlementaire, notre député local chez nous, Serge Cormier, secrétaire parlementaire à Immigration, Citoyenneté. Est-ce que vous avez les grandes familles avec vous autres, là? Les grandes familles de Nouveau-Brunswick? Économique, vous parlez, là? Oui, qui peut avoir la main forte pour influencer le gouvernement de vous aider. Écoutez, moi, je suis maire de Petit-Rocher, je ne suis pas le premier ministre du Nouveau-Brunswick. Je sais que le premier ministre du Nouveau-Brunswick a de la misère des fois à avoir les grandes familles de son bord, ça fait que c'est pas évident, là. Je pense qu'il y a une... Ce que j'essaie de vous répondre, là, c'est qu'il y a une initiative concertée qui se fait à la grandeur des maritimes, finalement, du Canada atlantique. Là. Je sais pas. Ce qu'on essaye de vous transmettre ici, c'est qu'à travers ça, lorsqu'on va siéger à des forums, puis on y va encore au mois de mai, il y en a un à Moncton, très important, la notion de communauté francophone dans cette melting pot de l'immigration ne pèse pas lourd. Et pour nous, c'est essentiel. Que la seule façon qu'elle va peser lourd, si on a notre structure à nous qui va pouvoir la coordonner pour qu'elle puisse justement faire de la synergie avec tous les intervenants sur le terrain. Alors, c'est le défi. Alors, la loi sur langue officielle n'est pas la seule réponse. Mais comment vous allez prendre votre défi et cross the goal line? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour avoir l'appui? Est-ce que vous parlez juste de l'argent ou vous parlez de quoi? Fred, vas-y. Comme j'ai mentionné plus tôt, je pense qu'il y a une série de mesures qui peuvent être mises en place. Et encore là, c'est de voir dans chacune des institutions fédérales, de déterminer qu'est-ce qui peut être leur rôle pour justement appuyer l'immigration. Non, c'est pas toujours des sous, mais dans certains cas, oui, il y a des ressources peut-être financières. Mais évidemment, il y a un manque de coordination de toute la question d'immigration francophone au Nouveau-Brunswick. Donc, plusieurs acteurs jouent un rôle. Les entrepreneurs sont de leur côté, le gouvernement est de l'autre. Le ministère responsable de l'immigration au Nouveau-Brunswick, oui, il y a des objectifs, mais encore là, il est dans sa réalité qui est souvent qui tourne autour des 3 grandes villes qui sont majoritairement anglophones. Donc, il n'y a pas, comme je l'ai mentionné, il n'y a pas un caractère, une lorgnette unique là, pour l'immigration francophone dans la province. Et c'est peut-être au gouvernement fédéral, parce que c'est sa responsabilité, c'est sa juridiction, de venir appuyer les communautés en ce sens-là. Donc, évidemment, on pourrait faire une liste de chacun des déterminants qui permettraient évidemment d'avoir un succès. Et comme le président l'a mentionné, mon président, il y a des succès actuellement. Il faut miser sur ceux-ci, mais il nous en faut plus. Donc, il nous faut encore plus de ressources. Et comme on mentionne souvent, l'égalité des chances ne passe pas toujours par une égalité de moyens. Des fois, il faut des moyens supplémentaires pour justement être capable là, d'obtenir les mêmes résultats. Et dans notre cas, en matière d'immigration, c'est à la conclusion à laquelle on arrive. Thank you, Senator Smith. Nous allons devoir conclure avec le sénateur maltais. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Dion, vous avez dit au début que les services pour la santé étaient desservis par un bureau d'Halifax uninaire. J'ai-tu bien compris ça, oui? Bien, effectivement, la personne responsable du dossier, j'ai mentionné, je l'ai spécifié, je ne voulais pas nécessairement cibler, mais c'était quand même un dossier qui est de santé très caractéristique, en fait, qui est très concentré au Nouveau-Brunswick. Le problème du radon, là, c'est surtout dans l'est du pays et c'est surtout dans les régions acadiennes et francophones du nord et de l'est. Mais la personne responsable de ce dossier-là, Santé Canada, est un fonctionnaire qui ne communique pas en français. Donc, nous, quand on a besoin de parler d'appui du ministère pour faire des programmes d'intervention et tout ça, pour même communiquer certaines informations à la population, bien, cette personne-là ne peut pas nous communiquer en français. Nous,
Après avoir envoyé quelques courriels en français, il a fallu écrire en anglais pour avoir la réponse parce qu'on s'apercevait bien qu'il y avait une fin de non-recevoir. Donc, et on avait quand même communiqué avec la personne responsable au Québec qui fait le même travail et lui il nous a dit « J'aimerais bien vous aider, mais vous relevez d'Halifax. » Donc, et ça, c'est la réalité de certains services qui sont sur une base régionale atlantique. Vous faire relever d'Halifax, pourquoi pas Saint-Pierre-et-Miquelon, Tagayel? Mais je m'excuse, mais c'est un point important pour les personnes qui ont besoin de ces renseignements-là. Que font vos députés provinciaux, votre premier ministre provincial et votre député fédéral là-dessus? Est-ce qu'ils ont été mis au courant de ces faits-là? Je vais vous dire, des situations semblables, on en vit, je ne dirais pas régulièrement, on en vit à l'occasion. Ce n'est pas toujours facile de vivre en situation minoritaire et ce n'est pas seulement les services fédéraux, ça nous arrive aussi avec les services provinciaux. Mais évidemment, si on devait faire une plainte à chaque fois on se bute à des problématiques semblables, on passerait notre temps à faire ça et évidemment, on ne veut pas non plus subir des ressacs. Il y a plusieurs considérations quand vient le temps d'aborder ces problèmes-là, ces situations-là. Donc, souvent, on fait avec, mais après ça, tu sais, on veut quand même chercher à améliorer la qualité du service et je pense qu'on serait en droit dans un pays qui se définit bilingue et avec une égalité d'accès à des services dans les deux langues, justement, de pouvoir avoir accès à ce service-là dans notre langue officielle. Je vous trouve d'une patience extraordinaire et je pense que notre commissaire aux langues officielles devrait un peu se grouiller les pieds et regarder cette situation-là de près, qui, à mon avis, est tout à fait ridicule. Le mot n'est pas trop chargé. Monsieur Desjardins, vous avez dit une vérité de la police concernant chez Diac. Moi, je suis un habitué du coin. Et c'est vrai. La première fois que je suis arrivé là, il n'y avait aucune indication en français. D'ailleurs, j'étais certain que c'était dans une ville anglaise. Et savez-vous qu'après 3 jours, je n'avais pas trouvé un anglophone encore. Alors, je les cherchais. Et en discutant avec un pêcheur de la Mecque, il m'a dit, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup d'anglophones ici. Et pourtant, l'affichage était... Mais là, on sent que ça a vraiment changé puisque j'y vais avec mon fils et mes petits-fils. Et ça a drôlement changé. Vous avez, dans votre présentation, vous êtes allé à la tête. Vous dites que c'est le conseil privé qui devrait s'impliquer le plus pour s'assurer que la loi sur Patrimoine Canada soit appliquée avec vos revendications. C'est bien ça que j'ai compris, ou si j'ai mal compris, corrigez-moi. C'est pas tout à fait ça, là. C'est que la volonté politique doit partir du conseil privé définitif, puis le fait qu'il n'y a pas de règlement qui a suivi l'adoption de la partie 7, c'est une faiblesse de son application, c'est sûr. Et c'est certain, parce que quand on cherche les détails sur le règlement, j'étais impliqué là, dans les années passées où j'étais plus proche là, des subtilités des droits linguistiques. Là. Et la difficulté, c'est d'imposer à des ministères des responsabilités en matière de langues officielles. C'est facile pour Patrimoine passer son dossier. Le Conseil du Trésor a des responsabilités à ce niveau-là, au niveau de l'application, surtout au niveau interne. Mais moi, j'ai fait affaire avec Justice Canada. C'était un des ministères qui était le plus ouvert à cette responsabilité-là parce que le ministère de la Justice était plus sensibilisé. Mais quand on se tournait à Agriculture Canada, ou ressources naturelles, lorsque tu sors des créneaux là, les plus faciles, quand tu t'en vas en immigration, la raison pourquoi on met l'accent sur l'immigration, c'est que nous, on s'est aperçu que pour notre communauté, pour notre devenir, pour notre avenir, c'est essentiel, on n'a pas le choix. Mais c'est une tâche énorme d'aller adopter des règlements qui vont imposer des obligations linguistiques à chaque programme à la grandeur du gouvernement. Si ça ne vient pas du conseil privé, ça ne se fera pas. Vous avez raison. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Alors, M. Desjardins, M. Dion, merci beaucoup pour vos présentations qui nous éclairent sur les enjeux que vous vivez. Et puis, honorable sénateur, nous allons suspendre le temps de recevoir notre prochain témoin. Donc, merci.